jamais été aussi déçu de ma vie. I'm going to keep them out of this house. I'm going to blow my brains out right on this program. Yeah, the old gods aren't dead. And what of the true God? He's dead. They call him Silence because wherever he goes, the silence of death follows. Talk radio! It's the last neighborhood in town. People just don't talk to each other anymore. Let's go to the first caller. I don't know my way home. That's okay. I don't either. The day will come for you, Barry. And there will be a reckoning. Yeah, it's HubSpot. And I'm just one punch away. I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore. Donc, bonjour à tous et bienvenue à cette merveilleuse édition du 29 mars du 7e Antiquaire. Aujourd'hui, notre voyage dans le temps se perpétue. Nous ne pourrons jamais arrêter ce progrès. Et ce grand retour vers le passé, car en fait, toute forme de progrès se doit d'être aussi un retour dans le passé. Et cette semaine, on parle d'un film de 1924. Oui, 1924, c'est très loin. Même que la production, elle a commencé en 1920. On parle évidemment de oui, évidemment, parce qu'en 1924, il y avait juste un film. Non, c'est une blague, c'est moi qui utilise ma syntaxe radiophonique pour dire des niaiseries. On parle aujourd'hui de Die Nibelungen, donc Die Nibelungen, film de 1924 produit depuis 1920, réalisé par le quasi légendaire Fritz Lang, écrit par Thea von Harburg, film de 1924, Nibelungen. Donc, Die Nibelungen, en fait, est un opéra allemand qui daterait d'entre 1180 et 1210. L'écriture de cet opéra-là nous viendrait de là. C'est un opéra allemand, comme j'ai dit tantôt, qui se traduit très bien. En fait, le titre original, c'est Nibelungenlied, qui se traduit vraiment par la chanson du Nibelungen. C'est ça, c'est un des plus vieux texte allemand qui existe. Il a été adapté en opéra une trentaine de fois. Peut-être le plus récemment, disons, l'adaptation de l'opéra elle-même a été faite par Wagner. C'est très important cet aspect-là de l'opéra de Wagner, parce qu'en fait, l'opéra de Wagner, l'adaptation que Wagner a fait, déplaît énormément, d'après les textes, déplaît énormément à Fritz Lang. Donc, Fritz Lang a décidé d'enlever énormément du socialisme impliqué de Wagner dans Die Nibelungen pour rajouter un peu plus sur la théorie, pas sur la théorie, mais d'accentuer plus sur les dieux nordiques. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est un opéra allemand qui focus énormément sur l'histoire nordique, l'histoire viking, les grands contes vikings. C'est aussi, plus tard, on va discuter sur l'influence Tolkien, parce que Tolkien aussi a adapté Die Nibelungen. Disons, les grandes lignes de Die Nibelungen sont présentes dans son chef-d'œuvre, disons, Le Seigneur des Anneaux. Mais nous discuterons de ça un peu plus loin. En fait, Die Nibelungen est un film de 4h50. C'est deux opéras. La première au nom du personnage principal Siegfried, et la deuxième au nom de la femme de Siegfried, Kriegshildsrache. Donc, et je dois pas le prononcer comme du monde pour les personnes qui parlent allemand et qui m'écoutent. Je n'en ai vraiment aucune idée, mais je sais que Krieghild, c'est le nom de la femme de Siegfried dans le film, et Rache, ça voudrait dire la revanche de Krieghild. Donc ça, c'est les deux parties. La première partie étant de 2h15, la première partie étant de 2h20, la première partie de 2h20, la deuxième partie de 2h30. Comme je l'ai dit auparavant, c'est 1924, donc c'est en noir et blanc. C'est accompagné de musique, mais c'est un film muet. Il y a des panneaux entre les scènes, disons, qui se séparent en canto, en cantique. Chacun des films a 7 cantiques qui vont de 10 à une demi-heure, de 10 minutes à une demi-heure à peu près. Et on a aussi des panneaux de texte, disons. Je sais pas exactement c'est quoi le mot pour cela, mais c'est des tableaux de texte, disons. On le voit dans les Charlie Chaplin, là, c'est un fond noir avec les écritures, cette fois-ci très esthétiquement mises en germanique.
La première notice que Fritz Lang a mis au film, et je vais commencer dès le début, c'est « For the German people ». Donc, l'Allemagne est l'auditeur pour Die Nibelungen, et là on parle, c'est un film qui a commencé à être fait en 1920, qui a terminé en 1924, tout de suite après la Première Guerre mondiale, là où les Allemands avaient mangé la taloche, disons, non seulement en termes de combat, mais aussi politique et sociologique, que les Allemands avaient reçu un énorme coup de masse par rapport au restant du monde, et c'est le restant du monde qui leur ont donné la fessée, en fait, et pour aller dans l'histoire, c'est un moment où l'Allemagne avait besoin de reconquérir ses propres racines pour reprendre une compréhension de qu'est-ce que c'est leur peuple. Cette compréhension-là qui sera poussée à la fin de la Première Guerre mondiale. Die Nibelungen, je trouve que c'est extraordinaire comme point, parce que Die Nibelungen décrit la reprise de cette fierté allemande qui vient avec la Deuxième Guerre mondiale. Donc Fritz Lang est un Allemand, l'adaptation de cet opéra allemand pour redonner une fierté guerrière à son peuple. On voit l'implication, c'est évident qu'il y a une implication sociopolitique à ce film-là. C'est évident en l'écoutant. Je vais vous résumer très rapidement ce 5 heures de cinéma. En fait, on commence avec le personnage de Siegfried. Siegfried qui est le fils du roi Sigmund. Et là, je vais très bien prononcer mes noms parce qu'ils ne sont pas évidents. En fait, Siegfried apprend la connaissance de la sœur du roi et là, je vais l'oublier, c'est vraiment moi, ça. Le roi Gunther, qui, sa sœur serait d'une beauté incroyable. Il décide d'aller jusqu'au royaume de Gunther pour aller conquérir cette femme-là. Dans son chemin, il vainc un dragon. Cette scène-là, elle est extraordinaire. J'aimerais y retourner tantôt. Il vainc un dragon, rencontre un homme qui lui donne une cape magique qui le rend invisible et qui lui donne aussi une capuche qui lui donne la possibilité de se transformer en n'importe qui. Ces deux items magiques sont très, très, très importants. Donc, lui part à l'aventure, se rend jusqu'à ce royaume-là, là, que là, j'ai aucune idée. Puis ça me fait vraiment du tort de pas me rappeler. Je vais m'en rappeler, évidemment, durant le reste du temps. Il rencontre des nains, des rois teutoniques, des dieux teutoniques, et ainsi de suite. Il y a vraiment un énorme odyssée. Arrive là, le roi Gunther est un homme faible qui n'est pas capable de conquérir une femme qu'il désire énormément, donc demande l'aide de Siegfried. Siegfried met son chapeau, devient le roi Gunther, vainc la femme parce que la femme que Gunther, disons, convoite, en fait, une femme qui s'appelle, et là je l'ai plus, je pense que c'est Dankwart. Elle n'est pas nommée souvent, disons. Il la conquiert, c'est une mégère, elle est très, très, très difficile à vivre avec. Donc, elle veut être vaincue 3 fois, soit à la lance, soit à l'épée, soit au combat, je crois. Le roi Gunther n'est pas capable, donc il demande à Siegfried. Siegfried le fait, il se marie, et ainsi de suite. Il promet la fille, et arrive le moment où il y a la grande trahison. Gunther, avec son chef d'armes, trahissent Siegfried et le tue, littéralement, au grand dépens de sa femme, Kriemhild. Donc ça, c'est la fin de la première partie. Très, 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 très brièvement. Je suis désolé, j'ai eu à couper énormément dans les coins. Ça fait juste en sorte qu'il va falloir que vous ayez le voir. La deuxième partie, on retrouve le personnage de l'ex-femme, la veuve de Siegfried, Kriemhild, qui, elle, Kriemhild, excusez-moi, je viens de le voir en phonétique, qui, elle, s'allie avec un autre roi, pas Genghis. Merde. Et là, je viens d'oublier tous mes peuples tout d'un coup. Les Huns, Attila le Hun, elle lui fait un enfant. Il décide. En fait, il lui fait un enfant. Elle s'allie à ce peuple-là pour venger son mari mort, Siegfried. Donc, les Huns et le peuple de Gunther viennent en conflit. À ce moment-là, il y a une énorme tradition de la part des Huns qui, eux autres, décident d'attaquer. Le maître d'armes de Gunther assassine l'enfant, fait virer Attila sur le top, et là, c'est la grande guerre qui part
jusqu'à la finale où Kriemhild en fait sa vengeance, mais dans un élan de dramaturgie et de sacrifice monumental. C'est ce qui a trait de l'histoire. Je vais partir, mes amis, en musique. On va aller écouter un petit extrait de la trame sonore de The Fountain pendant que je me remets, parce que je veux parler de plusieurs des thématiques environnantes de Die Nibelungen. Donc, on écoute Death is a Disease de Clint Mansell. Eh bien, ça y est, je suis de retour. C'était la trame sonore du merveilleux The Fountain que vous allez pouvoir voir en location dès le début mai. C'est ce que je recherchais, c'est ça. Le roi que je vous parlais est en fait le roi de l'Empire de Bourgogne. Et c'est pardonnez-moi, mon histoire est un peu loin en fait. On a aussi ce que j'ai oublié de rajouter, c'est ça, le personnage du roi Gunther et roi de Bourgogne. Durant l'aventure que Siegfried doit faire, le pèlerinage qu'il doit faire pour se rendre à sa femme, à la sœur du duc de Bourgogne, il tue un dragon. C'est une scène extraordinaire, comme je vous disais. Je veux retourner là-dessus parce que on parle de 1924 et les effets sont superbes, c'est super beau. Le dragon est parfait et je n'exagère pas là. On a vraiment Siegfried qui a son épée qui coupe dans le dragon qui crache du feu, qui se déplace, ainsi de suite. C'est vraiment, vraiment beau. C'est bien réussi. Tout mécanisé. Et on a Siegfried qui donne des coups d'épée et qui fracasse le visage du dragon jusqu'à temps que le dragon ait trop de cicatrices à son faciès et qui explose de feu. Donc on a vraiment ce dragon qui prend feu. Ça devient complètement épique. C'est superbe. Et c'est là, à ce moment-là, où il perce le flanc et Siegfried se baigne dans le sang du dragon, sauf, disons, son corps est complètement couvert du sang du dragon, sauf une petite partie au niveau de l'épaule où une feuille s'est posée. Et ça, c'est un rappel clair à l'Iliade et l'Odyssée, car on a le personnage de Achille qui est reflété directement dans Siegfried parce que le sang du dragon le rend invincible. La trahison qui vient, pardonnez-moi, c'est Brunhild, la femme mégère, la femme du duc de Bourgogne, du roi de Bourgogne, pardonnez-moi, pas du duc. Cette femme-là déteste Siegfried et c'est pour ça qu'elle fait un plan pour l'assassiner.
Et c'est l'oncle du duc, du roi de Bourgogne, qui est aussi son maître d'armes, qui accomplit ce plan-là en demandant à la femme Krumheld où se retrouve son point faible, et elle le coud sur son manteau parce que lui il dit si je sais pas c'est où son point faible, je peux pas le défendre. En fait, il utilise cette démarcation-là pour lui lancer une lance et le tuer. C'est un peu plus clair comme ça, là. C'est juste que j'avais un peu sauté. Mais c'est très, 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 très intéressant. Il faut définitivement que vous voyez Krumheld's Revenge pour voir le plan de vengeance. Qu'est-ce qu'il y a de très, très, très intéressant? En fait, Die Nibelungen a été, c'est ça, il a été fait en 1924, mais il a été refait dans les années 2000, en 2004, par Uli Edel. Donc, Uli Edel, un homme que l'on aime ou que l'on déteste, c'est vraiment comme vous voulez. Il a adapté, c'est ça, The Ring of Nibelungen. Uli Edel, c'est le grand réalisateur qui est derrière les films si brillants tels Body of Evidence. C'est aussi celui qui a réalisé Christian F. Drogue et prostituée. Il a réalisé des épisodes de Oz aussi, là, mais c'est un homme qui a quand même fait une bonne gang de femmes. Ah oui, c'est lui qui a réalisé Tyson, c'est ça que je cherchais. Il adapte en 2004 pour la télévision le Ring of Nibelungen avec l'acteur Bruno Forman et Christian Larkin. C'est une adaptation qui ne dure que 184 minutes, donc un 3 heures au lieu d'un 5 heures pour la version originale. Si vous voulez aller regarder ça, c'est toujours à votre curiosité, mais je vous encourage énormément d'aller regarder Siegfried et Kriemhild's Rache. Ouf, que j'essaye, c'est vraiment drôle à voir. Donc, c'est ça. On a ce film-là qui a un contexte historique très, très, très particulier. On a ce film-là qui est aussi un contexte cinématographique très particulier parce qu'il reste 100% un classique. On a un film qui, en même temps, est adapté du même matériel d'origine que Tolkien. Tolkien était un grand rechercheur était un grand fasciné de la mythologie norvégienne, et on voit qu'il a beaucoup utilisé ça pour écrire ses tomes des Seigneurs des Anneaux. Mais en même temps, on a beaucoup de ressemblances. On a beaucoup de ressemblances entre, c'est ça, oui, ben c'est ça. C'est le lien aussi que je voulais faire, c'est aussi avec la mythologie grecque. Mais on a la mythologie grecque, Tolkien, et la mythologie viking, là, ça commence à tout avoir des ressemblances, et ainsi de suite. Même que j'ai discuté avec un de mes amis par rapport à Die Nibelungen, puis il m'expliquait, c'est une très belle phrase, je trouve que c'est intéressant de la citer. Il disait que Die Nibelungen avait pris les risques par rapport à la mythologie qu'aucun autre film avait eu la chance de faire. Disons que jusqu'à 3 dernièrement de Wolfgang Peterson, il n'y a personne qui a réussi à visuellement adapter à ce point-là ce contexte de Dieu parmi les héros et les guerriers mortels. C'est vraiment beau, c'est vraiment bien fait. On a des superpositions d'images quand les dieux interviennent pendant des scènes de combat qui sont extraordinaires. Des dieux qui tiennent la main du guerrier pendant qu'il lance la lance pour qu'elle lance plus loin. C'est vraiment, vraiment époustouflant à voir. On a, c'est ça aussi, le sous-texte tolkienien, disons, qui est présent. Mais en même temps, on a aussi le surtexte jacksonien, parce que Peter Jackson a clairement été regardé des Nibelungen pratiquement 5 ou 6 fois pour faire son adaptation du Seigneur des Anneaux, de son Lord of the Rings. On a des plans pratiquement pareils, on a des personnages qui ont à peu près la même mesure. Je trouve que c'est beaucoup les costumes. Dans les costumes, on voit l'influence. C'est probablement peut-être la costumière qui a été regardée, mais les losanges et les longs tissus, on en a beaucoup. On a beaucoup de présence de ce Lord of the Ring dans Die Nibelungen. C'est la chose que en fait, je pars probablement du mauvais pied en vous disant que c'est ça, c'est 5 heures, c'est en noir et blanc, ça n'a pas de texte. C'est un des films les plus fascinants que j'ai eu la chance d'écouter de ma vie. Parce qu'en fait, durant la semaine, j'ai réussi à écouter le 5 heures complet. Ça vous démontre à quel point est-ce que le film est fascinant, ça s'écoute bien, ça coule. Il y a des moments les moments de lenteur, c'est un film très lent en fait, mais c'est des moments de lenteur bourré, j'aime pas vraiment, vraiment rempli de sens. On a tous les personnages, on a toutes les cérémonies démontrées, des vieilles cérémonies païennes, norvégiennes aussi. C'est vraiment beau comment le temps est pris dans ce film-là. C'est pas un 5 heures lent. C'est pas un 5 heures long, c'est un 5 heures lent qui vous démontre ces personnages-là. Ça vous donne un temps pour voir l'émotion qui rentre, voir la progression du personnage, voir pourquoi il agit comme ça et tout. On a une chute du roi de Bourgogne pendant 5 heures. C'est superbe. On a l'élévation d'un héros national. On a
les machinations d'une femme qui veut venger son mari. C'est tout ça. Un homme, le maître d'armes, qui est pris par sa gloire personnelle et par son ego, en 5 heures, tout tellement bien mis en scène. On regarde ces panneaux-là, ces toiles-là, c'est vraiment... Ces toiles, pardonnez-moi, là, mais c'est pratiquement de la peinture à certains points, et c'est superbe, c'est sublime. Faut vraiment aller... Et quitte à écouter le film en quantique, en fait, là, quitte à écouter le film en 14 parties, si vous le désirez, c'est comme écouter une télésérie. Mais il est là, c'est savoureux à écouter. Ça... et bon, qu'est-ce que je peux pas vraiment plus rajouter sur Fritz Lang, en fait. Fritz Lang qui est un héros national pour l'Allemagne, un homme avec Eisenstein qui a fait avancer l'art du cinéma à bond, pas à pas, à bond, à saut. C'est incroyable de penser qu'en 1924, on était capable de faire un épique de 5 heures. C'est gigantesque comme pièce de cinéma. Et son influence résonne encore. On voit encore, en écoutant ce film-là, tout ce qui en découle. Et c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Die Nibelungen, il distribué, pardonnez-moi, je suis à court de mots, je fais juste des bruits maintenant. C'est l'esprit guerrier qui me revient. En fait, il est disponible. Il a été remasterisé complètement par Kino Vidéo. Donc, c'est vraiment, vraiment... Korch Lorber aussi. C'est vraiment à aller voir, là. Vraiment, il y a rien qui vous empêche.